20h02, à la demande de M. Gosselin, nous allons commencer la séance. Juste dire alors que nous avons une absente de dernière minute qui est Édith Baucher, malade, donc elle n'a pas eu le temps de faire un pouvoir. Et nous avons Thierry André, donc, qui a fait un pouvoir à Florent Bizarro, et Erwan Serviger, un pouvoir à Philippe Pagny. Comment? Isabelle. Ah, Isabelle est là, oui. Non, j'ai vu arriver Isabelle. Donc on a que 3 absents. Voilà. Donc nous allons commencer la séance avec tout d'abord l'approbation du dernier conseil municipal. Non, il y a la fille, pardon, j'ai oublié, un secrétaire de séance. Un ou une secrétaire de séance. C'était la dernière fois. Personne? C'était Edith. Ah, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu revenir. On n'a pas d'avant. Ça serait bien que ça soit un monsieur. Comment? Tu veux pas faire? Non, personne? Si, Sébastien? Allez, Sébastien Guillou, secrétaire de séance. C'est bon? Tu peux y aller là. Alors, l'approbation du compte-rendu de la réunion du 29 avril 2026. Y a-t-il des commentaires? Oui. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, j'avais 3 commentaires. Parce qu'il manque des éléments de discussion dans le compte-rendu. Alors, notamment, page 19, Ouais. sur la cession de la parcelle Z1275, j'avais demandé quelles étaient les garanties sur le maintien des arbres, puisqu'il était indiqué qu'il y avait des arbres remarquables sur cette parcelle. Et vous m'aviez répondu que c'était une ancienne voie communale utilisée pour accéder à l'habitation des arbres, et que, a priori, donc, il n'y aurait aucun problème et que c'était un moyen de régler un problème de servitude. Et j'aimerais que cela apparaisse dans la mesure où, voilà, il y avait une question de voir ce qui va se passer effectivement sur cette parcelle qui est classée, je crois, NR, donc avec des arbres à préserver. Et page 21, sur l'acquisition de la parcelle AK 141, j'avais demandé pour quel usage, parce que je pensais que c'était lié à la résidence senior, donc il a été répondu que c'était pour du logement. Je pense que c'est intéressant pour les habitants de Plouézec de savoir à quoi ils dépensaient lors de l'acquisition de cette parcelle. Et puis enfin, tout à la fin, sur la renouée, donc merci d'avoir retenu un peu des problèmes que pose effectivement le développement de cette plante invasive. Dans les éléments que j'avais également souligné, et je tiens à le rappeler parce que je pense que ça concerne notamment l'adjoint qui est en charge des questions de travaux, qu'il y avait peut-être aussi une sensibilisation à faire auprès des agents d'entretien. Juste une précision, c'était dans les questions diverses. Oui. Ça ne rentre pas dans les délibérations. Donc ça ne peut pas être discuté sur le projet. Ça ne peut pas être dans le Non, parce que c'est une question diverse. Voilà, je me permets juste du coup de le rappeler. Je suis d'accord, vous pouvez le rappeler, mais on peut ça. C'est important de sensibiliser les agents à cette question-là. Vous avez une réponse normalement du directeur technique. Non, rien du tout. Alors moi, pour info, suite à cet échange, on a rédigé un article dans l'Écho des Falaises pour sensibiliser les particuliers, et moi j'ai fait un mail au directeur des services techniques. Il nous a répondu. Non, j'ai pas donc j'ai regardé sur les mails. Je regarderai. Votre adresse plouézec.bzh est bien active? Écoutez, j'envoie, en tout cas, quand j'envoie des mails, j'espère. Oui. Parce que moi, je vous ai envoyé un compte rendu de commission un jour et il m'est revenu. Donc, depuis, je vous envoie sur votre adresse personnelle. Il faudra contrôler comme avec Pierre que l'adresse plouézec.bzh est bien. Quand j'envoie, ça marche. Ensuite, je reçois effectivement rien. D'accord, donc il faut mieux regarder. Voilà, donc on a pris note de vos commentaires. Y a-t-il d'autres commentaires? Non. Je vous remercie. Nous allons passer au compte-rendu délégation du maire. Donc, travaux de PATA. Donc le PATA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le point à temps. Donc c'est les petits graviers qu'on met pour boucher les trous. Donc on a, je rappelle pour information, environ à peu près 90 km de route communale. Et il faut boucher tous les trous. Et pour mémoire, pour ceux qui l'ont subi, mais on l'a tous subi quand même, c'est tous les trous
tous les nids de poules qui sont survenus après la période très très pluvieuse que nous avons eue cet hiver. Et donc il y a beaucoup de travaux à faire cette année. Donc on est sur un budget de 39 000 euros, 40 000 euros bientôt, mais ça pourrait aller au-delà. Donc ça, c'est vraiment envisagé. Décision du 23 mars 2026. Donc bornes Métropolis, ça, ce sont les 2 bornes qui sont en cours d'installation au niveau de l'Austria. Il y a 2 bornes. Normalement, d'après le programme. Voilà. Ensuite, travaux à la chapelle de Paul, donc c'est du ravalement pour un montant de 23 614 euros. Location de toilettes, alors là, il y a une petite précision. Pourquoi le chiffre est en rouge? C'est parce que lorsque vous envoyez l'ordre du jour et les différentes délibérations, il y avait une erreur de chiffrage. Donc ça, c'est bien le montant du coût, et pas celui que vous avez reçu sur vos boîtes mail. Voilà. On a là écrit, ouais. Attends. Thomas? En ce moment-là, est-ce que la mairie a déjà envisagé de passer de la location à un achat? Non. Pour l'instant, non. Ça n'aurait pas pu essayer pour voir si c'est possible de faire des économies ou même demander à un agent de la commune d'en fabriquer? Ça aurait coûté beaucoup moins cher que 11 000 euros de location à l'année. Enfin, même pas l'année, pour la saison estivale, sûrement, je suppose. Alors, il y a des normes quand même à respecter. Hein. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un super menuisier qui fait pas mal de très belles choses, d'ailleurs, sur la commune. On n'a pas envisagé, mais ça peut... Il y a une question d'entretien. C'est une question de l'entretien. C'est l'entretien. Parce qu'en fait, là, nous, quand on fait de la location, alors, pour le montant, c'est vrai que c'est pour un montant de 11 000 euros, pour 3 toilettes sèches, donc ils sont situés alors à Kraka, à Quadig, et la troisième, Porspin peut-être, je ne sais plus, il me semble. C'est ça, c'est Porspin. L'entretien est compris dans la location. Alors que si nous, on les fabrique, ça veut dire que c'est à la commune de l'entretenir. Le troisième est à Quadig. Comment? À Quadig. J'ai dit Quadig. Quadig, Kraka et... Voilà, donc c'est le problème, après c'est l'entretien. Là, l'entretien est prévu. C'est quand même à réfléchir. Délégation de fonction des adjoints au maire. Bon, bah ça, on les a eus, hein. C'est pas une information. Voilà, donc maintenant, on va passer. Est-ce qu'il y a des questions sur les délégations du maire? Non? Si. Alors là, c'est une délibération que j'ai redemandé à mettre à l'ordre du jour, tout simplement parce qu'il y a eu une erreur d'écriture dans l'envoi à la préfecture, dans laquelle, moi, sur cette délibération, je suis nommé comme titulaire, alors que je suis membre de droit. Donc, étant membre de droit, je ne peux pas être titulaire de la commission. Enfin, je suis titulaire, mais par droit. Donc, ça veut dire qu'il faut refaire une élection, parce que la préfecture a constaté que le maire était là, donc j'étais en première ligne, donc en fait je n'y étais pas. Donc c'est un problème d'écriture. Donc voilà, donc on vous propose une nouvelle liste en tenant compte de la liste qui avait été présentée lors du dernier conseil municipal, mais donc avec l'arrivée de Thierry André à la place de Gilles Pagny. Il faut voter. Il faut voter normalement avec un secret. Oui, sauf si tous les accords. Comment? Alors, si tout le monde est d'accord pour voter à main levée, on peut le faire. Mais il ne faut pas qu'il suffise d'une seule opposition, on est obligé de voter avec un secret. Donc, je vais vous demander de lever la main, si vous êtes d'accord pour voter à main levée. OK. Donc, à l'unanimité. Alors, maintenant qu'on a fait ça, qui vote pour cette liste? Donc, toujours à main levée. N'oubliez pas ceux qui ont des procurations. Hop, je commence par moi. Donc, apparemment, donc, pas d'abstention et pas de vote contre. Merci beaucoup. Alors, finance. Je vais donner la parole à Véronique. Nous avons une commission finance lundi dernier. Le rapport d'ailleurs le compte rendu vous a été envoyé, mais je vais laisser Véronique vous présenter cette situation financière.
Donc, on doit voter aujourd'hui, comme à chaque début de mandat, pour valider le règlement budgétaire et financier. Donc, c'est un règlement qui fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l'exécution du budget, la gestion pluriannuelle des crédits et l'information des élus. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le document. Lundi, en commission finance, il a été présenté. Il y a une modification qui a été apportée, une seule, hein, c'est concernant une régie d'avance, parce qu'on a dit qu'il n'y en avait pas, et Mme Moni nous a fait remarquer qu'il y en avait effectivement une, ça a été rectifié concernant dans le document. Le document final, en tout cas, ça a été corrigé, mais pas retransmis. Ouais. On est Sur le document final, ça a été modifié. Il apparaît la régie d'avance pour la LSH, donc le centre aérien de 300 €. C'est une régie d'avance quand ils partent en sortie, il y a une carte bancaire, si jamais il y a quelque chose, bon, ben, tout, voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse lecture de l'ensemble du document. C'est bon pour tout le monde pour qu'on passe à la délibération. Oui. Parfaitement. Les amis, Donc, elle est sur le. Non, mais quand même, là, ça c'est le document final. D'accord. Régina. Ok. Donc, si tout le monde est d'accord de passer au vote sans lire l'intégralité du document, je te repasse la main, Gilles, pour procéder au vote. Oui. Pas de questions? Qui vote contre cette présentation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le second sujet, c'est la décision modificative numéro 1 du budget principal 2026. Donc, cette décision modificative fait suite au versement du fonds de compensation de la TVA, donc, que l'on a perçu le 12 mai, donc pour un montant de 318 185,49 €. Au moment où le budget avait été voté, nous n'avions pas connaissance de la somme à percevoir, et d'ailleurs, on allait la percevoir. Donc, nous avions fait le budget sans cette somme. Donc, cette somme, elle va permettre de régulariser un résultat d'investissement reporté pour 2 487,12 €. Elle va permettre de financer des aménagements au cimetière pour 60 000 €. Donc, notamment, tout ce qui est opération d'exhumation. Une de nos agents a fait un travail de réglementaire, et donc on va pouvoir procéder à des exhumations et aussi financer un ossuaire, donc parce que les corps vont prendre place en ossuaire. Va permettre de financer des travaux de voirie pour 213 898 €. Donc, on a ajusté l'enveloppe, elle a été revalorisée suite au versement du fonds de compensation de TVA. Parce que l'idée, c'est d'entretenir la voirie avant qu'elle se dégrade et que ça nous coûte plus cher au final. Et donc, comme on l'avait vu, ça va permettre de prendre une partie du reste à charge de la commune concernant les travaux d'enfouissement de réseau sur Port-Lazo. Moi, j'avais une demande sur quel est le montant initial donc dans le budget initial donc pour les travaux de voirie, pour me rendre compte voilà, de ce que représente cette augmentation par rapport à ce qui était prévu. C'était budgété à hauteur de 100 000 €. Donc, on double l'investissement. Vous le triplez là, en fait. Non, 218 000. Non, mais 100 plus 218 000. Ah non, vous n'avez. On ajoute 100 000. En fait, Non, on a juste 100. depuis chaque année, on mettait 100 000 € dans l'entretien de voirie. Donc, nouvelle voirie. On n'est pas dans le point-à-temps qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, il y a le point-à-temps qui sert à boucher les trous. Les 100 000 € qu'on mettait par an
sur la voirie, c'est des nouvelles routes. Donc, c'est de l'enrobé avec aménagement. Là, avec les dégâts, encore une fois, qu'on a subis cet hiver, on a des routes, on a des racines qui commencent à sortir sur certaines voiries. Donc, on met 100 000 euros de route. Les 100 000 euros de l'année dernière, c'était des restes à réaliser qui n'ont pas été réalisés, qui étaient prévus. C'était estimé, c'est le budget de l'année d'avant qui a été reporté puisqu'on n'avait pas eu le temps de faire ces travaux de voirie. J'ai juste une question parce que quand j'additionne donc ce qui est présenté, on tombe effectivement, alors je n'ai pas fait le calcul, mais en gros ça ressemble aux 318 185. Donc je ne comprends pas, c'est-à-dire que vous ajoutez bien 213 000 ou alors il reste 100 000 euros dont on ne sait pas ce que vous allez les affecter. Dans les ressources, vous avez dit que vous avez 318 000 de ressources. Oui. Donc j'additionne tout ce qui est là. Et on tombe à peu près sur 318 plus 60 plus 40 plus 213, 313. Oui. Mais vous me dites que sur les voiries, on a reporté le reste. Il y avait déjà 100 000 de prévus. Et que le reste à réaliser de l'année précédente. Après. Ça ne rentre pas dans la comptabilité, c'est un reste à réaliser de l'année dernière, de 2025. Mais donc ça ne devait pas être, enfin, ça ne devait pas être au compte 2151. C'était on va vous dire, on va regarder la M57. Il y a un sujet, parce que là, enfin, ça veut dire, enfin, pour moi, c'est 213 000 en plus. Oui, pour moi, c'est 213 000 en plus. Oui, c'est bien ça. C'est 213 000 en plus de ce qui avait été prévu. Et ce qui était prévu, c'était 100 000. Oui. On arrive bien à 313 000. Oui. Oui, excusez-moi, vous avez raison, très bien. Simplement, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est essentiel parce que Oui, mais enfin, ça fait du bien le véhicule, une voirie bien entretenue, ça évite beaucoup de dommages. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est quand même des choses qui peuvent se discuter parce que le budget par rapport au budget de la commune, c'est une somme assez importante par rapport à d'autres Oui, alors on est tout à fait d'accord. investissements éventuellement réalisés. C'est un sujet qui a été évoqué lors de la commission travaux du 11 mai. On a eu un état des lieux du directeur des services techniques. Alors, une voirie, ça se dégrade assez vite et c'est vrai que si on ne fait pas un effort d'entretien, quand on voit le coût de l'enrobé au kilomètre et le coût des travaux que ça génère, ça nous reviendrait à beaucoup plus cher que de ne pas assurer ces travaux d'entretien. et pour rappel, en 2025, on n'a pratiquement pas fait d'entretien de voirie. On l'a dit par rapport à l'investissement qu'il y avait sur la RD 77. Donc là, de ce fait, par exemple, la route des Pins qui part de la RD 77 pour aller vers Carfot, ça fait 4 ans qu'elle doit être faite. Il va être temps de la faire parce que moi, je veux bien, j'entends bien que c'est de l'argent du contribuable, mais le contribuable, il a bien envie de rouler sur des bonnes routes aussi. Donc voilà, donc vous savez qu'on a énormément de demandes d'aménagement routier. Tout le monde dit, ouais, j'ai des trous ici, j'ai des trous là, vous n'avez pas fait ci, vous avez fait une route là-bas, mais vous n'avez pas là. On est bien obligé de répondre aux demandes. Et encore une fois, 90 km de route. C'est pas rien. Hein. Je ne compte pas les départementales. Et en cas d'accident. Et en cas d'incident grave, on peut être mis en cause par rapport à une racine qui sort de la route, par rapport à un nid de poule qui est trop présent. Donc, c'est de notre responsabilité d'entretenir les routes. Donc, je précise quand même qu'il n'y a pas eu d'entretien fait en 2025. Donc, on rattrape le coup. Alors, forcément, on profite, hein, clairement, de la situation de toucher la FCTVA pour compenser ce manque. Je veux juste dire que ça mérite un débat quand on est sur des montants comme ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sachant qu'on n'a pas une vision globale de tout ce qu'il peut y avoir comme projet sur la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la DMI? Non, c'est bon. Je mets au vote. Vote contre. Il s'abstient. Un contre, une abstention. Deux abstentions. Il reste le règlement. C'est le règlement? D'accord. On a fini? Oui. Bon. Alors, il y avait un autre sujet. Donc, modification, on l'a fait. On l'a fait aussi.
Alors, il y avait l'approbation de la convention de gestion des espaces publics entre Brec, concernant Brec, entre les communes de Ploua et de Plouézec. Donc, le projet, ce point est ajourné parce que nous n'avons toujours pas signé la convention, donc on ne va pas vous la présenter pour des problèmes techniques. C'est-à-dire qu'il y a des points techniques à continuer à mettre en place avec Ploua. Donc, entre autres, pour vous donner quelques exemples, les sanitaires, par exemple. Les sanitaires sont pris en charge par Ploua. Donc, il y a un état des lieux à faire, il y a une remise en état des sanitaires prises par Ploua. En contrepartie, Plouézec est chargé de remettre en état le local conteneur poubelle, c'est une horreur. Hein. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, celui-là, il y a les 3 conteneurs enterrés, puis il y a un local qui sert au fait aux commerçants. Et les commerçants, donc c'est juste attenant aux sanitaires. Les commerçants, donc c'est plein de conteneurs. Bon, il y a déjà trop de conteneurs. Il n'y a pas de conteneurs sélectifs. Donc on est obligé, la porte est cassée, donc ça veut dire que tout le monde peut y aller. Donc la Plouézec s'est engagée à remettre en état la porte avec des serrures, les serrures et les clés qui seront remis aux 4 commerçants et une remise en état. Donc on est en coordination avec GPA pour mettre des conteneurs, différents conteneurs, tri sélectifs, etc. Donc on avance. Mais tout ça, tant que c'est pas finalisé, il y a le problème des douches. Vous savez, il y a les douches, donc qui fait quoi? On les laisse pas. Il y a aussi, on travaille sur la police municipale, les 2 polices municipales qui puissent travailler ensemble sur le secteur de Brec. Donc voilà, donc on n'est pas loin de la finalisation, mais il reste quelques points à voir, donc ça sera présenté au prochain conseil municipal. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'ajourner, mais Ploua fait pareil. Voilà. Donc ça, c'était un conseil, je vais dire, municipal assez expéditif. Maintenant, nous avons énormément de questions. Ah bah si, quand même. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais eu autant de questions. Hein. Avec la minorité précédente, il y avait quelques questions, mais là, donc il y en a, je crois, 5, 6 de mémoire. On démarre. Oui, non, mais alors, juste précision, ça ne nous dérange pas du tout. Hein. Surtout quand, c'est pas reproche, hein, surtout quand elles sont envoyées dans les délais. Donc là, on est bien dans les délais. Juste dire que les questions diverses, faut que ce soit les questions diverses qui puissent être débattues au sein du conseil municipal. Donc il y a des sujets que là, on va se réserver de les aborder. Parce qu'il y a quand même du public autour. Donc il faut faire attention. Par exemple, il y a des noms qui sont cités et nous n'avons pas le droit de citer les noms de quelqu'un en présence du public. Donc voilà. Donc ça c'est juste pour dire, voilà. Donc vous étonnez pas s'il y a certaines réponses qui seront un petit peu évasives de notre part sur les questions que vous avez pu poser. Je commence par qui? Par Mme Corrèze ou par Mme Non, j'ai commencé par la première question que j'avais. Alors. Au sujet de l'enfant qui est exclu du périscolaire depuis décembre 2025. Oui. Et donc, j'ai été en contact avec la maman qui m'a indiqué que depuis le lundi, il a rentré les vacances scolaires de Pâques, le 27 avril, son fils était accepté à la cantine. Donc maintenant, uniquement le lundi. Alors, soi-disant pour une reprise progressive, mais pour l'instant, il n'a pas d'autres éléments. Ça fait quand même un mois. Et par contre, il n'est toujours pas accepté à la garderie. Donc, voilà. La question, c'était de savoir comment se passait cette intégration, si l'enfant sera réintégré tous les jours de la cantine et pourquoi pas la garderie. Et donc, s'il y avait eu du personnel de formé aussi pour ça. S'il y avait eu des aménagements de réaliser, vous aviez parlé de l'aide pour canaliser un peu le bruit dans la cantine. Et s'il y avait eu des acteurs de santé qui avaient été consultés suite à cet enfant, un problème entre guillemets. Alors, je vais laisser la parole à Patrick. On est 3 à suivre le dossier. Hein. Patrick particulièrement, moi et Alizé. Je tiens à préciser que toutes les questions que vous posez là, Madame Mignet les a. Elle a les réponses. Hein. Je tiens à préciser quand même. Elle a les réponses. Donc, je vais laisser maintenant Patrick Remy vous parler de ce sujet-là. Ouais, je vais essayer de je vais répondre à toutes vos questions. Mais cette question-là fait précisément partie des questions qu'évoquait le maire précédemment, sur lesquelles il est difficile de s'étendre dans les détails, puisque c'est quand même des questions qui relèvent soit du secret médical, soit, je dirais, d'une certaine discrétion. En tout cas, ce n'est pas à nous de nous immiscer ou de donner des identités, etc. Pour autant,
Je vous en prie, mais je vous en prie. Je voulais simplement dire que c'est, pour nous, un enfant doit avoir une scolarité régulière et être accepté dans le périscolaire. Notamment, monsieur le maire, vous êtes engagé en 2025 avec le département d'accélérer l'intégration des enfants. Alors, on a un point commun, donc, puisqu'on partage le même souci. Et donc, si vous me laissez répondre, j'apporterai peut-être un éclairage à votre question. Alors, la réintégration de cet enfant, on va s'efforcer de faire prononcer le nom. La réintégration de cet enfant, donc pour être précis, c'est faite le 4 mai, pas le 27 avril, c'est-à-dire une semaine plus tard. Le 27 avril correspondait à la rentrée des vacances scolaires. On a préféré attendre une semaine et ça, cette décision a été prise avec un échange après un échange, avec la maman et donc avec son accord. Vous avez évoqué, alors j'ai plus la question sous les yeux, mais vous allez me le rappeler, la question de l'AESH. Alors peut-être sur la réintégration, même si je reviens rapidement après, en accord avec la maman, il a été convenu que cet enfant réintègre de façon progressive la pause méridienne et donc la cantine à raison d'une journée par semaine. On a laissé le choix à la maman de choisir le jour qu'elle jugeait le plus utile et le plus approprié en tout cas par rapport à la fatigabilité de son enfant. C'est donc le lundi qui ont été choisis. Voilà, donc ça, c'est dit. Vous avez évoqué donc la question de l'AESH. Alors l'AESH, c'est l'accompagnant d'élèves en situation de handicap, pour lever un acronyme un petit peu barbare. Donc effectivement, on a obtenu, l'école a obtenu un temps d'AESH, donc de l'éducation nationale, donc de 4 heures par semaine, c'est-à-dire 4 heures par semaine, ça correspond à 1 heure par jour. Ça ne couvre pas, vous avez compris que ça ne couvre pas la totalité de la pause méridienne et du temps de pause donc des élèves dans Autant, c'est mieux que rien, puisque avant il n'y avait pas, là il y a donc 4 heures. Donc cette personne, elle est en poste et elle a démarré ses fonctions donc, depuis la date, depuis le 4 mai. Alors, pour répondre de façon, je dirais, un petit peu générale, la réintégration s'est bien passée. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème majeur en tout cas, et rien à signaler. Et de l'avis des équipes qui l'entourent, c'est une réintégration qui, pour l'instant, se passe dans les meilleures conditions qu'on puisse imaginer. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai encore eu une confirmation hier, parce qu'on ne sait jamais, il suffit qu'on en parle, qu'on dise que tout se passe bien pour que ça se passe moins bien, et finalement, la réponse est toujours la même. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est une situation, Gilles Panny l'a dit, c'est une situation qu'on suit quand même de façon très très attentive et extrêmement, de façon très très, oui, on est très attentif sur ce sujet-là pour de multiples raisons. Donc, est-ce qu'il y aura une augmentation, puisqu'on parle d'une progressivité, ou en tout cas d'une réintégration progressive? L'idée, bien entendu, est d'augmenter ce temps présent. Cela dit, dans la vraie vie, si vous me permettez l'expression, donc il vient chaque lundi. Les mardis, il a une prise en charge extérieure à l'école, prise en charge médicale extérieure à l'école, donc il n'y a pas de cantine. Le mercredi, c'est mercredi, il n'y a pas de cantine. Il lui reste donc le jeudi et le vendredi. Donc, c'est-à-dire, il y a 2 jours. Donc, très probablement, on est quand même à un jour près des grandes vacances. Je ne pense pas qu'on va rajouter tout de suite d'emblée 2 jours supplémentaires pour faire 3 jours par semaine sur les 5 jours. Pourquoi pas une journée supplémentaire, mais de l'avis même de la maman que nous avions rencontrée avec Gilles donc avant la date du 27 avril, elle nous disait que c'est un enfant qui est fatigable et que finalement, elle trouvait une amélioration de son comportement. Alors, elle ne se satisfait pas je suis pas en train de dire ça, ne se satisfait pas de la situation actuelle. Pour autant, elle avait noté une amélioration de son comportement, une diminution de sa fatigue, dans la mesure où il n'allait plus à la cantine, donc il avait une pause méridienne en famille, chez les grands-parents, chez elle, etc., peu importe.
et que ça lui permettait de vider un petit peu voilà, ça lui permet d'avoir un temps calme dont il avait le plus grand besoin. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Je ne suis pas certain que ce soit lui rendre service non plus que de vouloir à tout prix le réintégrer. Et en même temps, on n'a pas dit qu'on n'allait pas le réintégrer. Si ça continue à bien se passer, il n'y a pas de raison. Et puis de toute façon, il faudra bien qu'on aborde la question de la rentrée scolaire prochaine. Donc voilà, donc la porte n'est pas fermée, mais je pense qu'on a tout intérêt à vouloir y aller relativement doucement si on veut quand même s'assurer de la réussite de cette intégration. Vous avez évoqué la question de la formation du personnel. Alors, le personnel, vous dire qu'il a été formé au sens stricto sensu, non, il n'a pas eu une formation de X heures par jour, etc. Par contre, il y a une sensibilisation qui s'est poursuivie. Cette sensibilisation, elle avait déjà été faite dans le passé. Elle a été renforcée et elle se poursuit, elle se poursuivra sans doute encore. Pardon, encore. L'équipe qui l'encadre dispose on va appeler ça d'une sorte de boîte à outils, si vous voulez, de techniques, d'objets, etc., et de conduite à tenir en fonction du comportement donc, de l'enfant. Et c'est là-dessus, entre autres, qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Donc, c'est comment utiliser les outils mis à disposition des équipes de manière à pouvoir faire face de donner des conduites à tenir en fonction des situations rencontrées. Vous avez évoqué dans votre question le dispositif anti-bruit, donc il y a un dispositif lumineux qui passe du vert au rouge, à l'orange et au rouge, etc. Alors, ce dispositif-là, bien sûr, c'est un projet, on l'avait annoncé pendant la campagne, c'est un projet qu'on va pousser. Il n'est pas destiné spécifiquement pour cet enfant-là, il est destiné pour l'ensemble des enfants. La pause méridienne, vous le savez tous, on sait tous, pour avoir eu des enfants ou être aujourd'hui parents, la pause méridienne n'est pas un moment reposant pour nos petits-enfants ou nos enfants, puisque je vois Xavier qui opine du chef, parce que c'est extrêmement bruyant, il y a un niveau sonore extrêmement élevé et les enfants ont beaucoup de mal à décompresser un petit peu. Voilà. Donc ce dispositif anti-bruit, il sera conduit à partir de la rentrée, je ne dis pas à la rentrée, mais à partir de la rentrée, pour être installé au plus vite à la cantine. Vous avez évoqué l'entourage ou la collaboration, la participation d'acteurs de santé. Alors, derrière ce terme, on peut y mettre beaucoup de monde, mais je vous réponds que oui, ça a été fait, puisque on a fait intervenir quelqu'un qui était déjà intervenu dans le passé, qui travaille au pôle ressources accueil inclusif 22, donc qui est référent du territoire de Saint-Brieuc agglomération et de GPA. Qui est Madame Collin, on peut la citer, parce que voilà, et Madame Collin qui connaît bien la situation de cet enfant, pour l'avoir déjà justement supervisé il y a quelques semaines de ça devait être au mois de novembre ou décembre, est revenue et elle était présente, si je ne dis pas de bêtises, le jour de la réintégration, le 4 mai. Présente sur site. Donc elle est là, elle fait une observation directe et elle aussi, elle apporte des conseils et elle vient alimenter, elle vient nourrir ou renforcer la boîte à outils que j'évoquais précédemment. Autre professionnel de santé qui intervient dans la prise en charge de l'enfant, c'est une équipe médicale de l'hôpital de jour de Paimpol, avec lequel on s'était réunis le 10 mars et avec lesquels on a gardé des contacts. Et là aussi, il y a eu donc cet enfant suivi de façon régulière, hebdomadaire, donc à l'hôpital de jour. Et on a eu un contact avec le pédopsychiatre et avec un membre de l'équipe paramédicale. Et ils sont venus, alors là je vais le dire avec une réserve, parce qu'il était convenu qu'ils viennent. Pour moi, ils sont venus, mais je n'ai pas eu le retour qu'ils sont venus pour faire une sensibilisation auprès de l'équipe. Donc je vous le dis comme c'était prévu, avec la réserve que je ne suis pas allé vérifier que ça avait été mis en place. Mais j'avais eu le pédopsychiatre la veille au téléphone, et comme j'ai pas eu d'autres nouvelles, je n'imagine pas que ça n'ait pas eu, que cette rencontre n'ait pas eu. Concernant la garderie, parce que là on est sur le périscolaire, sur le temps méridien, pardon, la question de la garderie, effectivement, cet enfant ne va pas à la garderie aujourd'hui. La question de la garderie depuis le 15 mars. Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'a jamais été abordée, mais moi avant, je me suis posé affaires scolaires et je n'avais pas une connaissance exacte de ce sujet. Depuis le 15 mars, moi je n'ai pas eu connaissance du tout
de la demande ni du besoin que cet enfant intègre la garderie. La question a toujours été focalisée, encore à ce jour, sur la pause méridienne et le retour à la cantine. La garderie n'a jamais été évoquée comme étant un besoin. Donc, de l'avis des équipes pédagogiques, probablement que une grande journée de garderie, probablement avant le démarrage de la journée, la pause méridienne et une garderie encore après la journée scolaire, ça représente, alors je pense pour tous les enfants, ça représente déjà une charge, mais pour cet enfant-là en particulier, probablement que c'est une charge encore plus lourde et que aujourd'hui, en tout cas, ça serait sans doute difficile à assumer, même si on comprend bien le besoin de la garderie vis-à-vis de la possibilité de garde des parents, puisque les parents ont... Alors, voilà ce que moi je peux vous dire, en restant, j'espère, le plus clair possible et en même temps en gardant une certaine distance par rapport à la situation. De façon plus... Donc ça, c'est la situation de cet enfant. Vous l'avez dit et je vous ai répondu, on partage le même souci qui est de permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier d'une scolarité la plus classique possible, pour ne pas dire normale. C'est une situation. Alors, la commune de Plouézec n'a aucun intérêt à voter en touche sur ce type de sujet. C'est des sujets qui sont sociétaux. C'est des sujets, même si on ne voulait pas les voir, de toute façon, ils s'imposeront à nous, puisqu'il y a de plus en plus. Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus d'enfants avec des troubles de l'attention, etc., ou des troubles du spectre autistique. Pour autant, ils sont de mieux en mieux dépistés. Donc, on va en trouver de plus en plus. Est-ce qu'il y en a plus? J'en sais rien, mais on en dépiste davantage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a un, celui qu'on évoque, mais demain, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir davantage. Donc, on va, bien sûr qu'on cherche des solutions pour pouvoir intégrer ces enfants dans un cursus et dans des classes ordinaires. On est quand même, et vous l'admettrez avec moi, on est quand même souvent en grande difficulté parce que ce sont des enfants qui sont consommateurs de temps et d'attention et ils ont besoin, c'est pour ça que les AESH sont dédiés à un élève, parfois deux, et que la maîtresse, elle en a 25, 27 ou 30, et qu'elle a l'obligation de faire son travail pour tout le monde. On a également, le maire en tout cas, la responsabilité de la sécurité, de garantir la sécurité et l'intégrité des professionnels d'éducation, mais également des classes. Donc c'est un vrai sujet sociétal, c'est un problème qu'on évoque aujourd'hui à Plouézec, mais je pense qu'on peut l'évoquer à peu près dans toutes les communes aujourd'hui. C'est une responsabilité première de l'éducation nationale. C'est aussi la responsabilité, je dirais, secondaire des communes. Mais les communes ne régleront pas toutes seules ce problème de l'inclusion des enfants, on va dire, différents, ou en tout cas avec des atypies. Les communes ne le régleront pas toutes seules. Donc, je ne le dis pas pour vous, mais je pense qu'il faut éviter de faire des procès d'intention. Il faudra éviter de faire des procès d'intention aux communes lorsqu'elles sont amenées à prendre parfois des décisions comme ça a été le cas. Il n'y avait aucune volonté d'éviction et de dire ce gamin, il n'est pas comme les autres, donc on n'en veut pas. Évidemment pas. Enfin, je pense que, et j'ose espérer que personne n'a pensé que ça pouvait être ça. Mais il fallait trouver des solutions. Et ces solutions-là, elles ne se trouvent pas comme ça en soufflant dessus. Ces solutions, on voit bien qu'elles sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Et la maman de cet enfant, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre, dans le bureau du maire, reconnaît la difficulté, reconnaît ses difficultés, et après, elle a une demande qu'on puisse aussi s'occuper de son enfant, ce qui est complètement légitime. Et c'est tellement facile de se mettre à sa place que, je veux dire, on est nécessairement empathique sur des questions comme celle-là. Voilà ce que je voulais vous dire. On continuera à réfléchir, on va continuer parce que je pense que dans ce domaine, rien n'est jamais acquis. Et ce qui va bien aujourd'hui, peut-être que demain, ça n'ira plus. Et donc, on va continuer à réfléchir. Et je pense que c'est une réflexion et une intelligence collective qui permettra aussi de trouver des solutions. Après, tout dispositif a ses limites. Je ne dis pas qu'ici on les a atteintes, je parle de façon très générale et pas pour ce cas particulier. Tout dispositif a ses limites et à un moment, quand on est confronté à une limite, qu'est-ce qu'on fait et
C'est là où, à ce moment-là, l'éducation nationale doit jouer son rôle et reprendre, faire face à ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants atypiques. J'espère que j'ai répondu à à vos questions. Enfin, en partie. Et je peux répondre à d'autres si vous en avez. Vous parlez de l'éducation nationale, je pense qu'en classe, il n'y a pas de souci, c'était uniquement dans le périscolaire, pendant la cantine. Si vous me permettez, sans rentrer dans les détails, en classe, il a aussi des difficultés. Ouais. Pas des difficultés, quand je dis difficultés, ce pas des difficultés d'apprentissage, hein. Des difficultés comportementales. Qui sont actuellement plus compliquées dans la période scolaire que dans le périscolaire. Donc, bon, c'est vrai que l'éviction a été vécue violemment par les parents, puisqu'ils travaillaient tous les deux, donc il y avait un souci de garde. Le papa ne travaille pas. Non, mais bon, ils sont séparés, oui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est que vous me dites que l'AESH a été attribué pour 4 heures par semaine, donc s'il n'y va que le lundi, il n'y a pas 4 heures de... Donc, on perd du temps Enfin, c'est attribué 4 heures, et donc, si elle n'est là que le lundi, elle ne fait pas son temps aider au foyer. Je ne sais pas. Pour l'instant, effectivement, elle est utilisée, je mets des énormes guillemets, uniquement le lundi en présence, donc elle fait même un petit peu plus d'1 heure le lundi. Effectivement, les autres jours, on n'utilise pas ses compétences. Mais étant donné que l'idée, encore une fois, c'est de monter en puissance et c'est de permettre un retour progressif. Est-ce qu'il sera sur la totalité de la semaine, en tout cas les 3 jours dont il a besoin? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, mais le but et l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, voilà, après, l'AESH, moi, je n'ai pas été vérifié derrière elle ce qu'elle faisait précisément, mais je pense que ses compétences, puisqu'elle est là et elle est payée, hein, elles sont utilisées à d'autres fins, j'imagine, sur le temps périscolaire. La réalisée confirme. Les AESH, c'est un contrat signé avec l'éducation nationale exclusivement. Et donc, c'est sur le temps scolaire. Et c'est souvent mutualisé avec des enfants qui ont aussi des besoins spécifiques et qui ont des notifications au sein de l'école. Donc, il peut y avoir aussi d'autres enfants qui ont des besoins dans l'école. Et donc, c'est leur temps, leur contrat de travail, qui n'est pas forcément de 4 heures, mais c'est 4 heures dédiées à cet enfant. Il peut y avoir aussi d'autres heures dédiées aux autres enfants de l'école, ou d'autres écoles. Petite précision aussi, quand j'ai vu les nouvelles, l'information par le directeur adjoint de la section académique, M. Nicolasi, il avait été bien spécifié qu'elle était programmée, elle était prévue pour faire tout le temps méridien, donc toute la semaine. Donc là, forcément, on n'est que sur le lundi, parce que c'est en accord avec la maman, une reprise momentanée, mais il est confirmé que si le petit vient en plus le jeudi et vendredi, normalement, cette personne-là doit être présente, s'occuper de lui. Et je voudrais aussi préciser que ce qui est dommage dans tout ça, et je vois bien, nous on vit un peu au département, c'est que les collectivités, qu'elles soient départementales, régionales et les communes, ont un petit peu marre quand même de pallier aux défaillances de l'État. Et là, on est en plein dedans. Parce qu'en fait, moi, je trouve tout à fait bien et tout à fait une très bonne idée que les petits, comme ça, intègrent l'école. C'est un souhait qu'on a depuis longtemps. Sauf qu'il faut nous mettre les moyens. Et on ne les a pas. Parce que là, on les a un petit peu apaisés, parce qu'on a demandé. On a quand même tapé sur la table pour avoir cette personne-là. Mais il y a d'autres communes qui vont être confrontées à ça. Et comme le disait M. Rémy tout à l'heure, quand on va avoir 2 ou 3 enfants comme ça, comment on va faire? Il n'est pas normal que ce soit la commune qui forme du personnel parce que là, on est bien d'accord, on parle du temps méridien, mais le problème, il est sur l'ensemble de la scolarité, sur le scolaire et sur le périscolaire. Donc, même si nous, on trouve une solution dans le périscolaire, ce n'est pas nous qui allons mettre notre personnel dans le temps scolaire. Donc, on va se retrouver confrontés. Et il y a bien une défaillance totale de l'État sur ce domaine-là. Donc, je souhaitais le préciser parce que je peux vous dire que ça commence à être épuisant pour les collectivités de pallier aux défaillances sans avoir les finances qui vont avec ce qu'on nous demande, les compétences qu'on nous demande. Mais je précise, comme l'a dit encore Patrick, c'est qu'on a des relations avec la personne assez régulièrement. On en a eu il n'y a pas très longtemps. Donc, personnellement, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah oui, mais après, voilà, pour nous, il n'y a pas de problème.
la réintégration progressive. Donc, Mais à elle de nous dire, ça y est, mon enfant est prêt pour reprendre le jeudi et vendredi. On n'a pas eu cette confirmation-là pour l'instant. je transmets. Voilà, je vous remercie pour vos explications. Je vous en prie. Voilà, qui m'éclairent Alors. un petit peu sur la situation. Deuxième question. Alors, deuxième question. Alors, ça, c'était deuxième question. C'était le projet de création d'une châterie communale. Donc, ça existe dans plusieurs communes. Et en fait, c'était une chose qui me sentit. Enfin, je suis sensibilisée à la cause animale. Et c'est vrai que la situation actuellement sur Plouézec n'est pas normale, je vais dire entre guillemets, puisqu'elle repose sur une seule personne bénévole qui est âgée. Et bon, effectivement, vous lui donnez 50 € de bon pour les croquettes par mois, mais ça ne règle pas l'ensemble en général. Donc, il faudrait pérenniser cette situation. Et donc, avant de me lancer, bon, j'ai fait un tas de recherches et tout ça, donc j'ai à peu près chiffré ce que ça coûterait à la commune. Et donc, avant de me lancer dans démarcher les vétérinaires, les associations nationales et tout ça, je voulais savoir si la commune était prête à trouver un local pour permettre de la création de cette châterie. Et après, donc, il faudrait passer une convention. Donc, ma première question, c'était ça. C'était est-ce qu'il y a possibilité de trouver un local de 20 mètres carrés sur la commune? Il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas suffisamment déjà de locaux pour les associations. 20 mètres carrés, c'est quand même quelque chose. Parce que il y a c'est pour environ 20 chats par an, stérilisation, des campagnes de stérilisation et tout ça. Donc c'est pour leur convalescence, c'est pour les chats malades qu'on pourrait récupérer, on va identifier, hein, bien sûr, hein, tout ça. Il y a un problème. Il y a une charge vétérinaire qui est très régulière et qui est effectivement. Avec Pommery jeudi, ça n'a pas été renouvelé, donc ça pose problème. Oui, j'ai appris. On l'a appris là. Donc, il y a une douzaine de jours, moi j'ai appris et puis voilà. Ça va être fait. Ça va être réglé. Mais bon, voilà. Mais moi, au niveau moral, je trouve c'est de la responsabilité de la commune, la stérilisation, enfin la divagation des chats errants. Donc, il faudrait que ça soit pérennisé, que ça ne repose pas sur une seule bénévole. Ça a été acté depuis effectivement 2 ans qu'on est arrivé. Avant, il n'y avait rien du tout. Petit à petit, effectivement, les choses se mettent en place. Je pense qu'il faut du temps, malheureusement, parce qu'on n'a pas de locaux. Ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, le local, ça peut être un Algeco, si posé. Voilà. Après, ça dépend. On peut trouver des Algeco d'occasion. Enfin, moi, je suis prête à démarcher même le matériel qui a besoin dedans. Ça peut se trouver dans des refuges qui changent leur matériel, des vétérinaires qui changent leur matériel. Ça peut se trouver des fois sur le bon coin. Enfin bon, là, les chiffres que je vous ai mis, c'était vraiment voilà, l'essentiel. Mais ça peut être, on peut largement le diminuer en fonction de nos recherches. Et bon, je ne veux pas me lancer en campagne si on me dit non. Voilà. Déjà sur le sujet, enfin, sur le principe, est-ce que le conseil municipal serait d'accord de créer cette... Alors, moi, je voudrais rebondir sur votre question. Le projet est tout à fait louable et on ne peut que remercier la personne qui actuellement s'en occupe au niveau de la commune, sans la citer. Alors, quand vous dites que les chats errants, c'est de la responsabilité du maire, de par la loi, oui. Mais pour moi, avant tout, c'est de la responsabilité du propriétaire. On est bien d'accord que s'il y a des chats errants, c'est parce qu'il y a des propriétaires qui ne s'en occupent pas, qui ne les stérilisent pas, qui ne les identifient pas. Après, sur votre estimation, 3 000 €, moi, ça me semble très très peu. Ça me semble très très peu. J'ai creusé un peu, j'ai regardé aussi par rapport aux châteries qui ont pu être créées. Alors, que ce soit une convention avec une châterie associative, enfin avec une association qui gère le fonctionnement de la châterie, il y a aussi tout un problème aussi dans l'acceptation du projet par les habitants. C'est-à-dire que la châterie tombe sur le principe qu'une majorité va être OK, mais pas forcément à côté de chez eux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a un peu un magnète effect où les chats, alors pas les chats viendront d'eux-mêmes puisqu'ils savent qu'ils vont y retrouver la nourriture, pas forcément des chats errants ou des chats abandonnés, hein. Mais
On peut aussi trouver des comportements qui relèvent de l'incivilité, c'est-à-dire que des extérieurs, des personnes, par exemple, qui ont des portées de chat chez eux, vont venir les déposer dans la chatterie. Ça, c'est triste, mais bon, c'est. Et pas que les poux équins, malheureusement, parce qu'on risque de se retrouver avec les chats pain au lait, les délais, etc. Et puis une autre question que je me posais, c'est qu'à un moment donné, si ça repose sur un fonctionnement bénévole, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de bénévoles? À qui incombe la responsabilité? Est-ce que ce sera à la mairie forcément de le prendre en charge, puisqu'on a une convention? On ne pourra pas laisser, je ne sais pas, une vingtaine de chats, comme vous disiez, seuls sans bénévoles. Et ça veut dire peut-être le recrutement d'un agent, ça implique plein de choses. Le but, c'est de réduire. Par an. Mais dans 10 ans, si on stérilise les chats, il n'y aura plus ce. Non, ça, c'est pas vrai. Bréa a eu le problème, ils ont fait ça, Bréa. Ils ont été malheureusement obligés de passer par une démarche qui ne nous satisfait pas, parce qu'ils étaient envahis de chats à Bréa. Parce qu'ils ont fait cette démarche-là. Il faut faire attention, c'est-à-dire que, et moi je rejoins ce que dit Véronique, on avait travaillé avec Madame Grébert sur le sujet, on avait un programme de chatterie. J'avais une collègue élue de Lisieux ils avaient fait un projet sur Lisieux. On avait essayé, on avait commencé à ça. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on peut pas dire que, je tiens à préciser que quand on a été élu, il y avait rien. Je pense que elle peut nous le confirmer. Les élus précédents, avant que nous on soit maire, enfin avant que je sois maire et l'équipe, il n'y avait absolument rien de fait pour la cause animale. Hein. Donc avec Mme Grébert, on a travaillé pendant 3 ans sur ce sujet-là. On n'a pas été au bout de ce qu'on voulait, mais on s'est quand même inscrit au refuge d'une part, au passage. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses déjà. On était parti de rien. Donc je tiens à le préciser quand même. Après, on n'a peut-être pas tout fait bien, mais moi ce qui m'inquiète, et c'est ce que dit aussi Véronique, c'est que si on met du matériel ou des locaux ou un local ou du personnel, moi je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne vont pas s'embêter, ils vont le faire. On voit bien, regardez, alors je change totalement de décor. Vous avez les conteneurs à déchets, je suis désolé, hein. Vous avez un conteneur à déchets, ben les gens ils ne mettent pas dans le conteneur à déchets, ils le mettent à côté. C'est dans le comportement humain, vous avez un comportement humain qui est particulier maintenant. Je suis désolé, hein, mais c'est pour vous expliquer que malheureusement, il y a des gens qui prennent des animaux parce qu'il est trop mignon quand il est petit, etc. Les petits chats, après on s'en occupe pas, donc il y a des petits chats qui arrivent, et puis après on les balance dans la rue. Et oui, mais c'est un fait, et on n'est pas la seule commune à l'avoir. Il y a même des communes où c'est pire qu'à Plouézec, hein. Donc je suis d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en faisant attention de ne pas tomber dans un engrenage qui fait que certaines personnes pourraient se positionner là puis profiter un peu du système. Non, je dis pas ça, hein. Je dis pas ça du tout. Je dis qu'il faut le faire, mais avec vigilance. Avec vigilance. C'est surtout que, comme vous l'avez précisé, hein, vous avez commencé par nous dire il n'y a qu'une personne en charge, et après vous proposez de créer une association. Mais déjà, commençons à trouver des gens pour aider cette personne. Voilà, parce que pour l'instant, elle est toute seule et elle restera toute seule. Donc, trouvons des gens pour l'aider et la relayer, etc. Et après. Il faut qu'il y ait une convention avec la mairie. Moi, je suis désolée là-dessus. Absolument, c'est que la mairie prenne ses responsabilités. Ouais, mais qui vous dit que derrière, après, vous aurez des bénévoles, en fait? Puisque pour l'instant, vous n'avez pas de bénévoles, c'est qu'une personne. Et on peut la remercier. Elle est là, elle fait son travail. Mais il n'y a personne d'autre pour l'aider. Donc, essayons de l'aider. Mais créer une chatterie ne dédouanera pas le maire de sa responsabilité. Hein. Non, mais ça ne reposera pas sur les épaules d'une seule personne. Oui, mais là, vous parlez d'un fonctionnement bénévole. S'il n'y a pas de bénévole pour l'assurer, ça va rester à la mairie. Et pour l'instant, il n'y a personne pour aider. Donc. Attendez, Mme Corrèze. Moi, j'ai une interrogation, peut-être, sur le processus, je pense qu'effectivement, il y a un problème de chat errant et c'est un vrai problème pour la biodiversité, donc moi, je trouve ça préoccupant. Quand on se promène maintenant, on ne voit plus des renards, on voit des chats, etc. Donc, moi, j'avais une question, j'ai vu que la commune de Plouval-Jeannette, par exemple, faisait des campagnes de pièges, de piégeage, justement, pour stériliser. Est-ce que ça, c'est envisagé Moi, je trouve que c'est un schéma avec de la sensibilisation envers les habitants, qu'ils soient propriétaires ou pas encore propriétaires, futurs propriétaires d'animaux, sur les responsabilités qui les engagent quand ils prennent un animal. Déjà, ça commence par là. Après, on sait bien que tous ne seront pas des bons propriétaires d'animaux, mais une majorité le seront.
Et après, des actions de stérilisation, pourquoi pas? Oui, mais ça, c'est prévu justement dans les c'est des campagnes de stérilisation avec trapage et tout ça. Et donc, il faut bien commencer par quelque chose, mais il ne faut pas que ça repose sur une personne qui est une habitante de la commune, mais qui n'a pas d'aide, entre guillemets. Mais des associations peuvent faire Eh bien, une association, oui, il faut qu'il y ait- Et par exemple, la SPA peut le faire, ces campagnes de trapage. Et avec une association et une convention mairie, vous pouvez avoir des réductions, enfin des prises en charge de stérilisation par les vétérinaires. Enfin, il faut les démarcher pour avoir. Je veux dire que maintenant, là, on envoie les chats. Et dommage, Madame Grébert n'est pas là, mais pour vous dire, on envoie les chats chez les vétérinaires. Je peux vous dire que ça coûte un max de pognon à la commune. Parce qu'il n'y a pas de convention. Ouais. Oui, mais si convention. On a une convention. On a une convention. C'est pas payer la stérilisation. Ah, si. Et ça coûte cher. Personne ne saurait payer. Parce que, non, et donc s'il y a une convention, les organismes tels que la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, prennent en charge jusqu'à 80%, peuvent prendre en charge jusqu'à 80% des stérilisations. Donc c'est quand même important. On se renseignera. Vous pouvez nous proposer un projet de campagne de stérilisation. Vous pouvez tout à fait proposer un projet, il n'y a pas de souci. Donc avec, Oui, mais tout repose sur les conventions. Parce que si vous voulez, une convention avec une association animale. N'aura pas de poids. Ah non, mais on peut le faire auprès d'une association animale. Oui, mais ça c'est des personnes qui font rien. Ça n'engage pas le local. Les chats allemands sont dans des petits abris de fortune et tout ça. Donc là, on propose un bâtiment en dur entre guillemets, donc avec du matériel pour les soigner, pour les convalescences. Voilà, c'est pas. Là, vous nous demandez de faire le rôle d'un vétérinaire, en fait. Non, c'est pas. Ah, si. Bah, quand on voit réfrigérateur, congélateur, radiateur, bain d'huile, autre casier pour isoler les chats, tout ça, c'est une entreprise, là. Hein. Comment? Je suis désolé, il y a Thomas qui lève la main depuis un petit moment, là. Là, vous n'êtes pas prêt à faire un local en dur. Par contre, la campagne de stérilisation peut être vraiment intéressante parce qu'on vit des situations très compliquées à l'heure actuelle à Paimpol. Je peux vous dire que dans mon quartier notamment, on a des gros problèmes de chats errants. On a appelé la mairie, on a appelé les associations. Il n'y a personne qui nous met en aide. Donc je comprends que ça agace les gens. Donc, oui, c'est le problème. après, je pense que mettre en place une convention aussi avec des vétérinaires peut être très intéressant parce que nous avons fait stériliser un chat errant de notre poche. Les tarifs proposés par Vetarmort pour un particulier étaient déjà, je trouvais, intéressants. On a payé une quarantaine d'euros pour un chat. Alors qu'on va installer je pense qu'une collectivité pourrait avoir des tarifs très attractifs, notamment pour faire des campagnes de stérilisation, justement, à certaines périodes de l'année très intéressantes, notamment là, on est en pleine période de reproduction des chats. Et très honnêtement, moi je me mets à la place des gens qui vivent ça au quotidien, c'est très agaçant. Très, très agaçant. Ah, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ça, on est bien d'accord qu'il y en a un. Après, c'est la manière de le résoudre. Donc, et après, je crois. Madame Meunier, on peut travailler à deux. Enfin, moi, je veux bien qu'on le travaille ensemble. Pour essayer de trouver une solution qui ne sera pas forcément celle que vous attendez forcément avec une chatterie toute faite. Ce qui est intéressant, là où je pense qu'on est tous d'accord, l'ensemble de la stérilisation, là par contre c'est incontournable, c'est le local. Quoi. Le local de 20 mètres carrés, je ne sais pas où on va le trouver déjà. Et ça veut dire vous l'achetez. Et comme le disait tout à l'heure, ça veut dire qu'on a déjà une. Alors, pareil, il ne faut pas dire que c'est parce que les gens doivent être mis en priorité par rapport à les animaux, mais quand on voit les demandes qu'on a avec les associations pour des locaux, pour des conteneurs, pour des Algeco, tout ça, et qu'on ne leur donne pas, imaginez un petit peu si on met un Algeco, parce qu'on a bien compris, 20 mètres carrés, hein. Oui, mais non, ça nous concerne nous en tant qu'élus, vous en tant qu'élus, mais ça ne concerne pas toute la population que vous êtes. Non, je peux vous dire que Sophie Grébert et moi, et Marie pourrait témoigner, on a pris des coups dans la tronche quand on a commencé à faire la cause animale. On a pris pas mal de coups. Hein. Les souris en tout ça. Non, mais je tiens à le préciser. Oui. On va donner la parole un peu à tout le monde. Alizé. Moi, au-delà de la place des locaux, effectivement, pour le bien-être animal ou pour les associations, il y a aussi
la place aussi de nos concitoyennes et concitoyens. Et de par aussi mes délégations, il y a aussi les places qu'on dispose aussi à la MSH et les soucis locaux qu'on peut avoir aussi pour accueillir les enfants de notre ville ou des environs. Et donc, on a aussi des soucis locaux. Donc, je pense qu'il y a des priorités aussi, autres aussi pour la jeunesse, mais aussi pour aussi des accueils, aussi des associations. Ça permet aussi de rencontres jeunes. Et je pense qu'effectivement, cette priorité-là, les raisons sont présentes et sont inhérentes sur notre commune. Je comprends que la cause animale aussi et effectivement les choix effectivement pour ces chats errants et la stérilisation est prioritaire, mais je pense qu'un engagement déjà auprès effectivement des associations pour les campagnes de sensibilisation sont meilleures et peut permettre justement d'avoir une priorité autre. Juste hein, s'il vous plaît, parce qu'on a quand même, vous avez quand même pas mal de questions. Donc, on laisse la parole à Thomas, et puis après, je ferai une petite synthèse de ce qui a été dit. Il y avait un projet de local déjà à côté des services techniques qui avait été acté par votre ancien groupe. Non, c'est un chenil. C'est un chenil. Alors, on n'est pas avec les chats, c'est un chenil. Parce qu'on a le problème des chiens aussi. Hein. Alors, le chenil, c'est un chenil d'attente. Hein. C'est-à-dire qu'un chien errant est attrapé en attendant que l'association Le Passage vienne le chercher. Il a été mis dans le garage de la police municipale. Donc, il y a une grande cage installée. Parce qu'avant, ils étaient dans un endroit qui était un peu lugubre. Et ils sont là en attente d'être ramassés. Parce que je pensais qu'il y avait un local qui était prévu à côté des services techniques, justement, pour recueillir les animaux. Parce que dans le local technique, il y a quand même un lotissement à côté. Et un chien qui aboie la nuit, ça ne doit pas être trop sympa. Oui, alors. Ouais, moi, je voulais juste dire, peut-être en guise de conclusion, la proposition qu'a faite Christine, de se dire mettons-nous autour d'une table et discutons, ça me paraît quand même être une proposition intéressante qui viendrait clore le débat ce soir, mais ouvrir sur autre chose. La solution est peut-être entre les deux, quoi. Et puis, il y a des acteurs qui sont présents dans la salle qui connaissent parfaitement aussi cette problématique-là, les intégrer à ce groupe de travail, si elles sont d'accord, évidemment. Et je pense que ça serait intéressant et il y aurait sans doute des solutions qui émergeraient de cette discussion, hein, me semble-t-il. Donc, si vous en êtes d'accord, on a bien pris note de la démarche. On est encore une fois conscient du problème et encore une fois, on a créé la cause animale, une délégation et on l'a remis dans notre mandat. Donc, ça veut dire quand même qu'on est conscient du problème. Donc, comme Christine, c'est elle qui a la délégation, d'ailleurs, de la cause animale. Donc, vous allez vous réunir entre vous et le projet avec, si elle le veut bien, donc Maryse, etc., autour de la table. Je voulais dire juste que je suis secondée parfois, parce que tout à l'heure on disait que tu étais seule tout le temps, mais voilà, c'est pour reconnaître les gens qui viennent t'aider un petit peu aussi. Que parfois tu es secondée par d'autres personnes. Tout à l'heure on disait que tu étais seule. Non, pas pour taper, pas pour amener dans les différentes. Non, mais là je suis secondée par personne. On n'a pas. Là, oui. Si, parfois, non. Est-ce que ça vous va comme solution? Ah, voilà. Mais on va avancer. Par contre, voilà, c'est pas faire un coup de pichenette et le faire demain, donc faut qu'on voit tout ça. Votre troisième question, c'était sur l'ordre du jour des. Donc, il n'est pas fait. On va le faire et on vous l'enverra rapidement, avant l'été. L'agenda du semestre. Oui, on est bien d'accord. Et c'est intéressant pour vous, mais pour nous aussi. Ok. Et on avait aussi des questions écrites. Alors, oui, il y en a d'autres. Je vais essayer les vôtres. Oui, enfin, c'est celles on les a discutées entre nous. Hein. D'accord, on les a. Donc, il y en a une relative au patrimoine immobilier de la commune, parce qu'on a eu donc plusieurs délibérations relatives à des ventes ou achats de terrain ou de bâtiments qui ont été adoptées. Et donc, nous pensons qu'afin de pouvoir décider en pleine connaissance de cause, pour juger de l'intérêt, de l'opportunité ou de l'impact sur les projets et l'avenir de la commune, de ces acquisitions ou ventes, on aimerait avoir une description par la fenêtre exactement quel est le patrimoine aujourd'hui immobilier de la commune, bâti, non bâti. Donc, liste des parcelles concernées, occupation des parcelles et utilisation des parcelles, le cas échéant, état du bâti et usage ou projet déjà identifié. Je pense que c'est un outil de travail, alors il existe peut-être, hein,
Voilà, c'est un outil de travail en tout cas sûrement assez important pour pouvoir décider des projets sur la commune. Et donc évidemment, on ne va pas vous demander de nous décrire ça maintenant. C'est gentil. Mais Vous allez vous poser la question si vous voulez maintenant. c'est de nous indiquer. Oh non, j'ai bien noté que vous avez mis la date de septembre. Voilà, et donc si on peut avoir une réponse détaillée, écrite a priori d'ailleurs, qui serait plus adaptée sur ce genre de questions. Non, pas de problème. Ok, donc on sait pas. On a le même genre de questions sur un Oui, donc on a posé une question aussi, c'est pour notre culture générale. Hein. Oui. Au niveau de l'organigramme de la commune, oui. Au niveau administratif. C'est une bonne question aussi. Voilà, savoir un peu le nombre de personnes qui sont dans les directions, dans les services. Et l'organigramme. Voilà, Alors, pour nous, ça sera important. On sait par exemple que Pierre, on a délibéré dessus, il s'occupe de l'informatique, mais après. On peut même vous proposer une visite si vous souhaitez. Oui, alors ce qu'on peut faire, déjà de toute façon, si vous proposez une visite, et peut-être profiter de vous faire visiter tous les locaux communaux, les locaux qui appartiennent à la commune. Voilà. On a les immeubles. Vous êtes acheteur? Vous êtes acheteur de locaux? Donc, il y a une demande de toute façon des nouveaux élus aussi, hein, parce je tiens à préciser qu'il n'y a pas si longtemps que ça que nous sommes élus. Donc, il y a aussi au personnel, ça bouge un petit peu. Donc voilà, donc dès que tout ça est bien calé, dès qu'on a bien, que chaque chef de service a bien stipulé son équipe, dès que chaque adjoint est bien positionné par rapport à chaque référent, enfin chaque responsable de pôle, voilà, donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais aussi pour les nouveaux élus. Et pour le personnel. Donc on a besoin de faire tout ça. Donc on est d'accord. Et alors. Nous avons une dernière question qui était aussi une question écrite. Alors on ne sait pas trop la différence de traitement entre question écrite et question orale. C'est sur relative à la gestion de la canicule, hein, puisqu'on sort d'un épisode caniculaire particulièrement intense et surtout précoce. Et donc événement qui est appelé à se multiplier et à s'intensifier avec le changement climatique. Et donc voilà, on aimerait savoir d'abord ce qui a été mis en place cette fois-ci face à cet événement, donc particulièrement précoce. Au-delà du message d'ordre général, donc on a pu voir sur le site Intramuros, où il fallait appeler les pompiers, etc. en cas de problème. Donc est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre dans la commune? Avant 2023, il y avait un registre des personnes âgées et des personnes à problème de santé dépendant de l'électricité pour leurs soins. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça a été mis à jour? Est-ce que ces personnes, notamment quand ce sont personnes âgées, particulièrement sensibles à la télévision, ont été contactées pour voir s'il n'y avait pas de problème quand elles étaient isolées? Quelle a été la situation dans les établissements scolaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des remontées des personnels, un suivi des températures? On a pu voir qu'il y avait, voilà, c'est un sujet notamment, effectivement. Les services ont-ils été sollicités à ce sujet durant cet épisode caniculaire? Et enfin, est-ce qu'il y a une réflexion en cours pour préparer au mieux la commune à de nouvelles canicules qui ne vont pas manquer d'arriver et qui peuvent être plus intenses encore que ce qu'on a vécu? Alors celle-là, en plus, elle est particulièrement difficile parce que, par exemple, les enfants étaient encore en classe, alors que quand c'est l'été, moins ils sont pas en classe, etc. Alors, moi, j'ai eu la chance, pendant la période caniculaire, d'être en Irlande, où il faisait 25 degrés. Donc, je n'ai pas vécu les 2 jours, mais enfin, j'ai suivi ça de près. Faut savoir qu'on a un plan communal de sauvegarde, donc, qui avait été mis en place à l'époque, avant la tempête Kiran. Donc, parce que ce que vous posez comme question, c'est vrai pour la canicule, mais c'est vrai aussi en phénomène de tempête. C'est vrai en phénomène d'inondation. Donc, voilà. Donc, il y a des référents. Il y a des référents de quartier, donc il y a des référents, des référents sécurité, et il y a un responsable du plan communal de sauvegarde. Voilà. Donc ça c'est fait. Après il y a le lien avec donc les alertes qu'on peut mettre sur et c'est Pierre qui s'en occupe quand on lui donne l'information ou quand il arrive à l'avoir. On a des alertes avec la préfecture. Donc la canicule, moi j'étais en Irlande, mais j'étais prévenu qu'il y avait une canicule en France quand même. Donc ça veut dire que ça arrive en mairie. Donc la mairie reçoit un mail. Après, nous on le retranscrit donc sur le site internet, sur le Facebook et sur l'application. Dans les écoles, bah écoutez, là je peux pas vous répondre personnellement, mais je pense que tu peux répondre. Annie pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, moi donc
j'en ai parlé à Pierre qui avait déjà fait l'annonce sur Intramuros. On a ressorti, on l'avait déjà fait, la liste des personnes fragiles ou isolées ou autres. Donc on l'a ressorti, on l'avait déjà mise à jour. Elle est toujours évolutive, cette liste-là, puisqu'il y a des gens qui décèdent, d'autres qui sont susceptibles de rentrer. Et donc j'ai fait aussi un appel à tous les anciens référents de quartier. Déjà, parce qu'en tant que référent de quartier, on a un petit peu la sensibilité de savoir ce qui se passe autour de nous. Donc, nos voisins qui peuvent être justement un peu malades ou isolés ou autres, fragiles en tout cas. Et donc, de ce côté-là, j'ai fait ça. J'ai eu des retours. Donc, certains m'ont dit, oui, de toute façon, voilà. Et qu'est-ce qu'on a pu... Oui, alors, avec la police municipale également. Parce qu'eux recensent également tous les gens qui peuvent être en difficulté déjà. Hein, cette liste-là, ils la reprennent. On a pu passer des coups de fil à ceux qui étaient le plus, disons, précaires, oui, c'est le mot qui... Mais on n'a pas fait toute la liste parce que on n'a même pas eu le temps, finalement, on ne peut pas joindre tout le monde. Ça, c'est un problème de toute façon qu'il va falloir qu'on l'améliore un petit peu, parce qu'il faut pouvoir contacter les gens, aller chez eux, on peut pas, enfin, ça c'est quand on passe si on passait en vigilance rouge, là ça va nous demander des moyens supplémentaires, des volontaires aussi, pour démarcher dans ces cas-là. Une task force, pas pour pouvoir appeler, c'est passer auprès des gens. On a été en orange, oui. Le plan Orange, de sauvegarde, hein. C'est le plan communal de sauvegarde. Hein, Ça veut donc dire qu'il y a un travail à faire, Ça se il prévoit, faut ça. préparer. Oui. Parce que là, ce que vous laissez entendre, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des choses à améliorer. On ne peut que améliorer de toute façon, puisqu'on sait bien que les personnes fragiles ne sont pas recensées. Mais on y travaille. Mais c'est aussi, alors il y a effectivement, on peut toujours améliorer le système, mais encore une fois, il y a le plan communal de sauvegarde. Si on passait en plan rouge, par exemple, en alerte rouge canicule, passer quelques coups de fil à droite à gauche ne suffirait pas. Donc là, il faudra mobiliser justement cette task force. Mais c'est aussi une responsabilité de l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire que la commune elle doit pouvoir cibler les personnes qu'elle a identifiées comme étant fragiles, mais ces personnes-là, ils ont des voisins, ils ont de la famille, c'est aussi à eux, enfin, c'est à chacun d'entre nous finalement de faire un espace chez le voisin. Quand on est en alerte rouge, hein, j'entends, même en orange d'ailleurs, voire même sans alerte, mais a fortiori quand on est en alerte rouge, je pense que c'est une sensibilisation qu'on doit faire aussi en direction de l'ensemble de la population pour se dire qu'est-ce qui se passe chez mon voisin, quoi. A fortiori quand il est âgé, seul et probablement et peut-être malade. Voir un devoir civique. Enfin, ça s'organise peut-être dans ce cas. Il y a peut-être des réunions de sensibilisation. Ça peut s'organiser quand vous avez la formation. Il est établi. Après, on le met en place à la demande. Mais là, l'alerte canicule, moi je l'ai eu 1 heure avant qu'il fasse très très chaud. Oui, d'accord, mais s'il y a déjà le dispositif, les gens peuvent agir du coup. Et par exemple, je pense, il y a eu une alerte, enfin une info sur Intramuros, mais je veux dire, les personnes âgées, c'est pas des gens qui vont aller spécialement sur Intramuros. Il y a quand même, enfin, il faut la liste des relativiser, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions qui ont été faites, hein, l'appel aux référents de quartier, les différents appels. Bien sûr, on est tout à fait conscient que c'est pas les plus âgés qui vont voir Intramuros, mais justement l'entourage, quoi. L'entourage, les voisins, enfin, Les infirmiers, enfin, il y a la pharmacie. Ça sensibilise aussi la famille qui, des fois, oublie d'aller voir. C'est un devoir du citoyen avant toute chose aussi. Hein. Charles? Oui. Bon, déjà, moi, je fais partie du plan de sauvegarde. Déjà, en premier. En numéro 2, on est 19, on est 23. 23 élus. Les 23 élus. On connaît tous autour de nous 1, 2, 3 personnes qui risquent quelque chose. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas besoin. J'ai reçu l'alerte. Quand j'ai reçu l'alerte, j'ai été voir, je me suis renseigné et j'ai demandé est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez besoin d'eau? Est-ce que vous buvez? Et je n'ai pas mis qui que ce soit en alerte. Si on divise la population de Plouézec
qu'une personne s'occupe de 3, 4 personnes, on arrive au bout. Tout simplement. Tout simplement. En rajoutant les référents de quartier, parce que là. En rajoutant les référents de quartier, tout ça et tout, si ça passe au rouge, comme tu dis, il y a le plan de sauvegarde, ça fait partie. À ce moment-là, je serai appelé et puis j'irai à Intermarché faire un fourgon de bouteilles d'eau et on y verra. Mais même en orange, moi je l'ai fait. Voilà. Voilà. Mais c'est ça, moi, c'est je l'ai pareil, aussi. on n'a pas besoin d'alerter, de dire Mais à non. coucou, on a fait ça. C'est du bon sens. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire C'est toute du bon l'année, sens. quoi. Non, mais C'est ça toute l'année. s'organise quand même d'abord. Madame Corrèze, on a déjà été confrontés quand il y a eu la tempête Kiran, je peux vous dire que ça a été dur. Il y a plusieurs élus ici qui ont fait des tournées. David, Madame Grébert et moi, on a passé 3 nuits, 3 nuits, 3 jours, 3 nuits debout. On a fait le tour de partout. Donc c'est le rôle de l'élu, de faire ça. C'est le rôle des référents de quartier donc, à revoir, à mettre en place. On est là pour ça et on a bien géré cette tempête. Manu t'avais, je ne sais plus combien de personnes tu as visité par jour par rapport à tes clients, entre guillemets. Ouais. Voilà. Il y a eu la période Covid aussi, où on a été omniprésent. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. On a un plan communal de sauvegarde en temps. Il est en place. Il suffit de le déclencher au bon moment. Et après, on a les personnes compétentes autour le rôle des élus, le rôle des référents de quartier et le rôle des référents sécurité. Donc, tout ça, c'est dans le plan communal de sauvegarde. Après, il faut le lancer, mais pas le lancer n'importe comment, donc normalement. D'ailleurs, le plan communal de sauvegarde, il est déclenché par la préfecture. C'est la préfecture qui nous demande de le déclencher. Quand on distribue nos gazettes aussi par secteur, dans chacun secteur, on voit les gens qui sont vulnérables, fragiles, Oui. on rentre dans les maisons pour distribuer la gazette. Tout ça, Il y a des gens quand il y a des choses comme ça, tac, on se dit, bah, Les tiens, gens qui veulent pas. on va voir si. Ah, puis une personne en difficulté, tu vas la voir toute l'année. Bah, c'est ça. Jules, c'est à ce moment-là. Il faut faire attention de ses voisins toute l'année. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est du bon sens, de la citoyenneté. Donc, ça c'est pareil, donc on est d'accord, hein, c'est un sujet délicat, mais il y a le plan, encore une fois, le plan que on vous fera parvenir, le plan communal de sauvegarde, comme ça vous verrez tout le détail, vous verrez le détail qu'il y a dedans. En tout cas, il n'y a pas d'indifférence. S'il y en a une, et ces personnes-là ont été parties, puisque la canicule s'est arrêtée avant. Donc, du coup, il y a bien un protocole et qui a été déclenché par l'adjoint de ça. Et pour Ça a été. la question sur les écoles, il n'y a pas eu de problème majeur sur la question des écoles. On a interrogé tous les jours, durant la période de chaleur, la directrice qui nous a fait des retours, disant que les choses, c'était pas du tout catastrophique. Et puis, dernier point peut-être, sur l'intérieur pour les agents et les conditions de travail aussi, parce qu'à certains étages, il faisait particulièrement chaud dans cette année. Eh bien, on a été racheter des ventilateurs et des bouteilles d'eau qu'on a mis à disposition en tant que de besoin. Donc, on s'est soucié aussi de la santé, je dirais, des agents. Il y a eu des aménagements d'horaires qui ont été faits sur les services techniques. Je pense que commencer plus tôt et finir. Commencer à 6h le matin, finir plus tôt. Donc, non, on est vigilant, on fait attention. Mais vous avez raison de poser la question. Parce que vous n'avez pas toutes les informations. On est bien d'accord. On a fait le tour? Êtes-vous satisfait de nos réponses? Pas totalement, mais un petit peu quand même. Voilà, on verra par la suite. On est d'accord. OK. Voilà, et bien écoutez, en fait, on a plus débattu sur les questions diverses que sur le. Mais c'était pas inintéressant. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain, conseil municipal vendredi prochain exceptionnel. Ah oui, mais il est ouvert au public quand même. C'est quand le ouvert au public? Vendredi. Si, début juillet, il y en a un, je crois. Il me semble. Si, on vous. Oui. Oui, on est d'accord.